va poursuivre avec un petit mot de Marie-Pierre Rixin qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Je vous remercie de l'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci Tatiana pour cette invitation. Merci à Sista de m'avoir conviée. Écoutez, quand j'ai commencé à travailler effectivement sur cette loi qui vise donc à accélérer l'égalité économique et professionnelle, j'ai mené un certain nombre d'entretiens et dès les 10 premiers jours, je me suis rendu compte que manifestement il y avait un problème très bien identifié par Tatiana, qui était en effet, si on voulait bien recruter des femmes, on voulait bien permettre aux femmes d'avoir des postes à responsabilité, mais on n'en trouvait pas. On voulait bien financer des femmes, mais elles ne demandaient pas d'argent. On voulait bien les inviter à progresser dans leur carrière, mais les femmes n'avaient pas d'ambition. Bon, je vous passe le détail. Pendant 10 jours, j'ai à peu près entendu cela du matin au soir. Et donc, je me suis vite rendu compte que manifestement, le problème était plus large et que finalement, peut-être que le point de départ de tout cela, c'était les femmes, les droits économiques des femmes. On a conquis nos droits politiques, nous avons conquis nos droits sexuels et reproductifs, et que manifestement, les chiffres en attestaient, il fallait conquérir nos droits économiques. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler les chiffres de Sista, vous les connaissez par cœur. Vous rappelez quand même que les petites filles bénéficient de moins d'argent de poche entre leurs 12 et leurs 16 ans, environ 16% d'écart entre les filles et les garçons, qu'il y a 22% d'inégalité de revenus et 42% au moment de la retraite. Donc tout cela mis bout à bout, on se dit que manifestement, en termes de droits économiques, il y a un problème. Imaginez que vous ayez le droit de voter aux élections municipales, le droit de voter aux élections régionales, mais que les élections législatives et les élections présidentielles, en fait, ce ne soit pas pour vous. Vous voyez, je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc c'est un vrai scandale, c'est un vrai problème, ces inégalités économiques. Et donc il faut que il faut renforcer les droits économiques des femmes. Donc les droits économiques, c'est une multitude d'éléments. C'est en effet la question de l'accès au financement, on va y revenir. L'accès également à des postes à responsabilité qui sont souvent les mieux rémunérés. C'est également le fait de permettre aux femmes, par exemple, de bénéficier intégralement des revenus qui sont les leurs, qu'il s'agisse des revenus de leur travail, de leurs allocations sociales individuelles. Et donc une multitude de droits qu'il fallait renforcer. Et donc en effet, cette loi a été adoptée. Et moi, je remercie Sista, je remercie Tatiana, parce qu'évidemment, vous avez été auditionnée à de multiples reprises au cours de ces travaux. Et ce mantra, compter les femmes pour que les femmes comptent, je pense que je le dis à peu près 3 ou 4 fois par semaine à encore quelques individus qui manifestement ne le connaissent pas totalement. Et c'est extrêmement important. C'est important pourquoi ? Parce que vous avez permis de conscientiser et de dire un problème, de penser une problématique qui encore aujourd'hui est insuffisamment pensée. Il faut que nous allions plus loin dans le fait de l'aborder et de l'adresser. Mais vous avez également permis de définir une réalité sur les inégalités de financement, d'agir. Et donc dans cette loi, sur l'accès au financement, on est parti de la charte Sista, qui était notre modèle, et notamment sur l'opérateur de l'État en matière de financement, qui est évidemment la BPI. Et donc, il fallait que l'État soit exemplaire. Et donc, on a fait en sorte que les comités d'investissement de la BPI deviennent plus paritaires. Donc, depuis le 1er mars, il doit y avoir 30% de femmes dans les comités d'investissement de la BPI, 40% en 2026. On a fait en sorte également qu'il y ait une publicité à la fois de la composition de ces comités, mais également de la répartition annuelle des bénéficiaires de la BPI. Et puis également que l'ensemble des fonds porte une attention à un équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des comités. Et on a vu tout à l'heure pour quelles raisons c'était évidemment essentiel.
Donc merci beaucoup. Je sais qu'il reste encore beaucoup à faire. Moi, ce que je souhaitais peut-être vous dire, c'est que je partage le point de vue de Tatiana sur l'autocensure. Je n'y crois absolument pas. Je suis absolument convaincue que les femmes, que les jeunes filles ont tout autant de projets, de visions, de création de valeur, d'emplois, de richesses à créer et à apporter à la société. Honnêtement, je ne vois pas comment c'est possible à l'échelle macroéconomique, mais également sur un point de vue sociétal, que la majorité de la création de richesse le soit uniquement par un genre. Quand on y pense, c'est complètement fou, c'est complètement même irresponsable, je dirais. Et que ce n'est pas non plus normal d'un point de vue social, sociétal, que d'autres fonctions le soient uniquement par les femmes. Donc en fait, c'est une question de rééquilibre. On a besoin aujourd'hui que les jeunes femmes créent cette richesse, cette valeur. On a besoin que les femmes soient convaincues de l'importance de leurs droits économiques. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur la fiscalité. Tout n'est pas encore complètement mûr. On a encore des choses sur lesquelles on doit travailler. Et moi, je suis évidemment à vos côtés. Je crois qu'aujourd'hui, le Fonds Sista, c'est encore une dernière marche. C'est donner, comme tu le dis Tatiana, de l'argent aux femmes. Les femmes n'ont pas besoin d'être coachées, les femmes n'ont pas besoin d'être mentorées, les femmes n'ont pas besoin d'être accompagnées. Elles savent très bien ce qu'elles veulent, elles savent pertinemment comment construire leur projet, définir leur périmètre. En revanche, effectivement, elles ont besoin d'être financées. Donc bravo à Sista pour cette dernière, peut-être pas dernière d'ailleurs, cette nouvelle étape. Et en tout cas, on est à vos côtés et on soutient plus cette belle initiative. Merci à Sista. Madame la députée, merci infiniment. Alors, on dit Madame la députée, n'est-ce pas? Et nous avons oublié le E. Vous voyez, c'était voilà, le biais cognitif de Sista. Donc, merci infiniment d'abord pour tout ce que vous faites, tout ce que vous allez continuer à faire, j'en suis absolument persuadée. Votre loi commence à créer des remous dans les comités de direction des entreprises de plus de 1000 salariés, puisque ces messieurs sont en train de paniquer, en se demandant comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver 30 à 40%, et bientôt c'est puis, je sais, en 2026, 50, hein, c'est bien ça? 2026 et 2029. C'est ça, 2029, mais c'est 50% en 2029. C'est 40% en 2029 sur les conseils. Moi, je ne suis pas concernée, je les ai déjà. Voilà. Mais effectivement, ça commence à créer beaucoup de remous et ils sont en train de se rendre compte que le facteur temps est extrêmement important et que de ne pas avoir préparé la question du renouvellement de leurs dirigeantes est un véritable problème. Donc, en tout cas, 1000 merci à vous, vraiment. Et merci de la part de toute l'équipe de Sista d'avoir accepté d'être là ce soir. Merci. On peut encore vous applaudir infiniment pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de tous dans la salle, je ne vois pas grand-chose. Je vais partir du principe que oui. C'est intéressant parce que vous êtes tous disséminés. Donc, je ne sais pas ce que ça dit sur l'état d'esprit des gens quand tout le monde est éclaté partout dans la salle. Il m'a été demandé ce soir de faire un point d'étape sur la charte Sista, puisque j'ai eu l'infini privilège de cofonder Sista avec Céline et Tatiana. Et il s'agissait de rappeler aussi les principes sur lesquels a été bâti ce collectif dont vous faites partie en tant qu'investisseur et allié. Le sujet pour nous était de ne pas rendre la question de l'inégalité idéologique ou philosophique. Elle l'est. De nombreuses personnes d'ailleurs l'en parlent très bien. Ce sont des sujets très intéressants à discuter d'un point de vue philosophique. Mais nous, ce qu'on voulait plus que tout, c'est que ça fonctionne. On voulait avoir un impact. On voulait être capable de le mesurer. Et Céline et Tatiana avaient effectivement ce terme, cette expression qu'on retrouve partout, compter les femmes pour que les femmes comptent. Et il se trouve que ça tombait très bien parce que des chiffres, il n'y en avait pas. Il fallait les construire. Et ça nous a permis de bâtir la philosophie de Sista autour de la donnée et autour des études scientifiques, de manière à ce que le sujet ne soit pas contestable. Voilà la réalité des faits et voilà ce que la science dit sur le sujet. C'était toute la philosophie de ce collectif.
Alors, la première bonne nouvelle, c'est que dans la charte de 2018, c'était 2018 ou 2019 ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. 2019 ? Ok. De 2019, on s'était fixé pour objectif 25% de femmes financées à hauteur de 2025. Et beaucoup d'investisseurs nous ont dit alors à l'époque, on n'a pas le vivier, on n'a pas les femmes. Et il est exact qu'en 2019, quand on mesurait, il y avait seulement 15% de femmes fondatrices ou cofondatrices de start-up. Aujourd'hui, c'est 25%. Donc le vivier est là, et il n'y a plus qu'à les financer, puisqu'il n'y a plus de sujet de vivier, pratiquement. Il y a maintenant largement le vivier suffisant. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Les autres ne sont pas si réjouissantes que ça. C'est-à-dire qu'il y a des progrès qui ont été faits sur la composition des équipes, et je sais qu'Alexia a eu l'occasion de vous en parler. Mais sur le financement, on est encore très loin du compte. On est aussi assez loin du compte sur les mesures, puisque Sista était basé sur le fait de mesurer. On a pu se rendre compte que les mesures envoyées par les fonds partenaires étaient insuffisantes. Donc nous allons prendre attache avec vous très prochainement, Sista va venir vers vous, pour réfléchir avec vous à la manière de faire remonter plus de données sur vos portefeuilles. Puisque le principe de la charte était clair, mesurer, recruter et travailler la question des biais cognitifs. Je sais que la présentation de Benoît était suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas besoin de revenir dessus. Les biais cognitifs, c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience, dont on doit tous prendre conscience. Nous sommes toutes et tous sexistes, comme nous sommes toutes et toutes racistes, pas par conviction, par conditionnement, enfin du moins je l'espère, par conditionnement. Et à partir du moment où on a conscience de ça, c'est une étape nécessaire, mais absolument pas suffisante. Et donc la seule chose qui permet en réalité de contourner un biais cognitif, c'est le process de contrôle de vous-même et de votre organisation que vous allez mettre en place. Et pour ceci, la charte Sista avait un certain nombre de recommandations. Et juste pour le plaisir de rappeler, on va peut-être revenir un tout petit peu sur la charte. Et je passerai la vidéo après, parce que je vois que j'ai oublié de passer la vidéo. Voilà, tu vois. Hop. Alors, elle est où la charte ? Je me suis perdue, Alexia. Heureusement que tu reprends la main. Ok. Ouais. Ah ben, elle veut pas. Voilà, c'est ça ? Super. Donc la première étape, c'était donc de mesurer la place du genre dans les portefeuilles. Et là, effectivement, on a beaucoup de progrès à faire. On a insuffisamment de remontées. Et discuter avec vous sur la meilleure manière pour nous d'avoir accès à vos données et vous, d'installer dans vos CRM les points de contrôle dont on a besoin pour mesurer. Mesurer, ça permet de savoir où intervenir et où intervient le biais. C'est-à-dire que le biais, Tatiana l'a rappelé, il peut être dès l'envoi du dossier. Oui, il y a 13% de chances de plus d'être financé quand vous êtes recommandé. Et là où c'est très injuste, c'est que les femmes ont 15% de chances en moins que les hommes d'avoir accès à un réseau susceptible de les recommander. Donc, si on ne mesure pas ce qu'il se passe au niveau de l'arrivée du dossier jusqu'au moment de la décision d'investissement, on ne peut pas matériellement savoir où placer un process de débiaisement. Le mot est laid, mais on comprend. Donc, mesurer la place du genre dans le portefeuille, c'est essentiel. Adopter des pratiques de recrutement plus inclusives. Alors, là, j'avoue avoir un tout petit désaccord sur la question du syndrome de l'imposteur. Vous l'avez dit tout à l'heure que ça n'existait pas. Et c'est vrai que le mot syndrome et le mot imposteur n'a pas de sens. De toute façon, l'expression ne veut rien dire. Mais il est exact qu'on peut mesurer quand même, de manière empirique, que, par exemple, les femmes vont avoir tendance à moins aller négocier leur salaire. Ça, c'est vrai. Et il y a des études qui le montrent, des études corporate qui le montrent très bien. Mais aussi, c'est Hewlett-Packard qui avait fait ça et c'était très intéressant, que pour qu'une femme réponde à une annonce d'embauche, il faut qu'elle ait le sentiment de satisfaire à 95% des critères de la fiche de poste. On est tous des employeurs ici, on sait très bien qu'une fiche de poste, c'est une lettre au Père Noël de l'employeur. Hein. Il n'espère pas une seconde avoir la totalité. Donc la femme a besoin de penser qu'elle répond à tous les critères de la lettre au Père Noël pour candidater. À votre avis, l'homme, c'est combien de pourcentage des critères pour qu'il envoie sa candidature ? Ouais, c'est ça, c'est 30. Donc en gros, on va donner un exemple concret. Hein. Sur la fiche de poste, il y a marqué espagnol courant. La nana, sa mère est espagnole, mais elle ne l'écrit pas. Elle se dit, oh non, quand même, je ne peux pas dire courant, c'est pas vrai, je ne l'ai jamais écrit. Le type, il a fait 1 an de espagnol LV4 en secondes. Il se dit, après tout, franchement, ça va le faire sur un malentendu. J'ai regardé la Casa del Papel. Non mais je vous jure, c'est ça. Donc est-ce que ça s'appelle le syndrome de l'imposteur ? J'en sais rien, j'aime pas le mot. Mais la réalité, c'est que le conditionnement, l'écosystème fait
que les femmes sont moins incitées à. Et en fait, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome de bon sens. Je m'explique. Sur la négociation salariale, on dit que les femmes ne négocient pas autant que les hommes. Pour elles-mêmes, c'est exact. Mais les études démontrent que quand elles le font, la réaction de leurs collègues et de leurs employeurs est en revanche très agressive. Plus une femme négocie son salaire, plus elle est perçue négativement par son environnement de travail. Alors, est-ce que ça, c'est un syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est juste du bon sens de se dire « j'intègre inconsciemment les biais de l'écosystème dans lequel j'évolue et donc je ne le fais pas, je me censure ». Donc en fait, c'est complexe parce qu'en tant que tel, le syndrome, j'aime pas un syndrome de quoi, c'est pas un syndrome, mais il est exact que la réaction des femmes, et on n'arrivera jamais à le démontrer, en tout cas moi c'est mon hypothèse, que la réaction des femmes à des environnements qui ne leur sont pas favorables peut conduire à un retrait naturel. Ce qui ne veut évidemment pas dire que d'elles-mêmes elles se censurent ou qu'elles ont moins d'ambition, c'est pas le sujet. Mais donc, et c'est en ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Tat, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est à l'écosystème qui les accueille de se poser la question de sa responsabilité. Maintenant, la question d'accompagner les femmes victimes d'un syndrome de l'imposteur, je fais juste le parallèle parce que sur les pratiques de recrutement plus inclusif, parce que on nous a souvent dit où on n'a pas assez de candidates, en fait c'est le même sujet. Accompagner les femmes, ça peut avoir des effets très pervers parce qu'on se rend compte que quand on met en place dans des organisations des parcours d'accompagnement dédiés aux femmes, en tout cas il y a 2 études qui existent sur le sujet, c'est pas beaucoup c'est vrai, mais au moins il y en a 2 et elles se rejoignent. Au mieux, c'est inutile. Au pire, c'est contre-productif parce que ça met en colère les salariés masculins qui se disent que du coup, si les femmes y arrivent moins bien, c'est parce qu'elles sont responsables. D'ailleurs, elles sont tellement responsables que le patron ou la patronne leur a mis un programme dédié. Donc c'est un effet très pervers. Et donc ça ne peut fonctionner que si nous, écosystème, organisation, entreprise, on fait notre part du job pour lever les barrières, arrêter de leur donner l'impression qu'on ne veut pas les accueillir, arrêter d'écrire des annonces d'embauche avec marqué personne n'aimant les environnements compétitifs et agressifs, bienvenue. Vous imaginez bien que ça ne va pas forcément donner envie de la même manière à tout le monde. Donc c'est à nous de faire ce travail, mais on peut aussi doubler, pourquoi pas, dans l'accompagnement, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile et que ça peut avoir des effets négatifs, il faut être très clair. Donc en tout cas, là, on parle de nous tous, ce qu'on peut faire. Adopter des pratiques de recrutement plus inclusives, c'est faire attention à ces annonces de postes, bien sûr. C'est les faire passer à travers des logiciels dédiés qui existent. De mémoire, on avait inscrit Textio dans la charte, qui était plutôt à l'époque, qui fonctionnait bien. J'espère que la boîte de la start-up n'a pas fermé depuis, ce serait quand même très con. Mais il y en a d'autres. Et effectivement, de vous confronter, de se remettre en question sur ce que les personnes éprouvent quand elles lisent les annonces. Et c'est vrai que régulièrement, avec Sista, on voit sur LinkedIn des annonces où recherche un ingénieur. Bon, bah là, vous imaginez la femme qui lit ça, si déjà elle est ingénieure statistiquement, mais alors en plus, si elle lit « je recherche un ingénieur », ça ne donne pas spécialement envie d'eux. Je me souviens avoir visité un incubateur où ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas de femmes, et quand je visite le truc, je vois qu'ils ont des photos érotiques sur les murs. Je plaisante pas. Alors il m'explique, le mec, que c'est de l'art. Ouais. Je veux bien, mais bon, de voir une de vos congénères à moitié à poil, forcément, quand vous arrivez dans la pièce, ça ne vous donne pas spécialement envie de venir faire votre stage de fin d'année, on est d'accord? Donc, adopter des pratiques d'investissement plus inclusives, c'est tout ce que vous avez discuté pendant le panel, donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Le process est toujours le process. Et faire rayonner les bonnes pratiques dans l'écosystème, c'était le fait de donner la parole autant que possible aux femmes, que ce soit aussi à travers les office hours, mais aussi dans les conférences. Et peut-être de refuser d'en faire partie quand vous vous rendez compte qu'aucune femme n'a été invitée pour parler, alors que là, pour le coup, il existe des femmes pour porter la contradiction dans les panels. Donc ça, c'était la charte. Il y a des points très positifs, des points de succès dont on est fier, et il y a aussi des points de déception. Et on a besoin de vous, plus que jamais, pour avancer plus loin. Puisque maintenant qu'on a 25% de femmes fondatrices ou cofondatrices, maintenant il faut qu'elles soient financées, évidemment. Et ça se fera de toute façon pas sans vous. Donc il est essentiel pour nous d'avoir votre soutien, pour lequel nous vous remercions, mais de le pousser encore plus loin et de faire de vous des alliés. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour Sista, pour sa pérennité, mais aussi l'efficacité de son action in fine. Maintenant, je vais reprendre le syndrome de la bonne élève. C'est une réalité. Je vais essayer de mettre la vidéo que j'étais censée mettre. J'avais un truc à faire. Franchement, c'était pas compliqué. Pourtant, apparemment, tu vois, j'y arrive toujours pas. Mon Dieu, c'est terrible. Comment je fais, Alexia? Très beau costume. Ah oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aube, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un?
Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur? Je doute. Pourquoi? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, tous les hommes sont doux. On est tous doux, Ah oui. Le mot doux doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas... Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas... Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. Je lis le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustinus Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris? Bah non. Pas petite salutation au soleil à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça? Non. Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif? Est-ce qu'en tant que féministe, on reproche d'être trop agressif? On vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi C'est pas mal. C'est la répétition, en fait, qui est un peu agaçante. Bah oui, on peut applaudir, effectivement. Et remercier notre partenaire Mirova qui nous a évidemment accompagnés sur cette vidéo. Je suis assez contente d'avoir terminé avec la vidéo parce que le message principal, c'est quand même que, étant donné la situation un petit peu difficile des inégalités, on a quand même réussi à en rire et à faire rire. Et ça, je trouve que c'est aussi une magnifique victoire, c'est-à-dire de ne pas avoir polarisé le débat avec des hommes et des femmes opposés les uns aux autres, mais au contraire d'avoir tendu la main pour essayer de progresser sur cette question essentielle. Et dernier point très important, je vous déconseille fortement la crème Augustinus Bader de Xavier Niel, qui à 300 balles le pot file des plaques rouges. Mais vous voyez, c'est ça l'égalité, c'est quand Xavier Niel vous donne un conseil beauté et que vous le suivez connement, mais quand même par principe. Donc merci à toutes, merci à tous et à toi Alexia. Attends, 2 secondes. Ouais, Valentine, je veux bien juste que tu leur... Non, tu n'as pas oublié plein de trucs, tu as oublié une chose. Pendant le panel, il a été discuté d'un test, le fameux test de Harvard. On vous a rajouté ici la possibilité de vous tester pour vous débiaiser, mais je veux bien juste que tu fasses une petite intro parce que tu le présentes très bien. C'est trop gentil. Alors, les biais cognitifs sont aujourd'hui... La communauté scientifique admet qu'une des manières les plus fiables de les mesurer, c'est les tests dits d'association. Donc, on va demander à votre cerveau de regarder combien de temps il met pour associer un homme avec certaines qualités, une femme avec d'autres. Il y a des critiques, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est quand même la solution la plus admise et la plus utilisée sur le sujet. Ce test-là va vous permettre de tester vos biais sur les hommes, les femmes, les personnes âgées, les personnes de couleur. Et il a en revanche été démontré une connexion entre ces tests et certains biais très concrets. Je donne un exemple. Dans l'industrie de la santé, il a été démontré que quand vous êtes plutôt biaisé contre les personnes de couleur, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes raciste, simplement que vous avez été conditionné à faire une différence. Quand vous êtes conditionné à traiter différemment les personnes noires et les personnes blanches, il a été démontré que les laboratoires
comment dire, sous-estimer la douleur, par exemple, chez les personnes noires, et donc ne créez pas d'antidouleur qui soit adapté à la génétique de ces patients-là. Donc en fait, ça a des effets extrêmement concrets dans les décisions opérationnelles prises par les entreprises. À la base de ces tests-là, ils ont pu montrer concrètement quels étaient les impacts de ces biais. Il y en a, pour en citer, 150 autres. Donc on vous engage à passer ce test, à nous faire aussi vos retours, parce qu'il se pourrait qu'on soit en train de réfléchir à en faire un pour nous, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Valentine. Donc voilà, on vous encourage fortement à aller vous tester sur ce site. Hop. Et puis, l'heure a bien avancé. On s'est dit plein de choses depuis le début de la journée. L'heure pour moi de présenter, mais ça va être très rapide, les 3 gros sujets de Sista pour les moments à venir. On en a parlé 1 million de fois. La data est toujours au centre de nos actions. En 2023, du coup, et dès cette fin d'année, elle sera toujours au centre de nos actions, à commencer dès le mois prochain. Donc, dans la lignée du pacte parité dont a parlé précédemment le ministre Jean-Noël Barrot, Sista va aussi mener une étude sur la féminisation au sein des postes C-level dans les startups. Voilà, nous allons travailler conjointement avec la French Tech et présenter une étude dans l'objectif de créer également des recommandations de bonnes pratiques. Pourquoi nous nous positionnons sur ce sujet-là, qui est un peu différent de ce que nous faisons d'habitude? C'est tout simplement parce qu'une grande partie des fondatrices d'entreprises sont issues de postes C-level. Et sauf que moins il y a de femmes dans les postes C-level, moins il y aura potentiellement demain de fondatrices d'entreprises. Donc, il y a une corrélation entre ces 2 chiffres. À nous d'aller un peu creuser de ce côté-là et de voir ce qu'on y trouvera. Au cours du mois de février sera publié notre Venture Capital Career Study annuel. Voilà. Rien de nouveau non plus du côté de notre fameux baromètre annuel. Il sera à nouveau présent cette année. Nous espérons vraiment que les chiffres auront changé vers le mieux, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit, malgré la crise, malgré la guerre, malgré tout ce qui pourrait avoir de près ou de loin un impact sur les femmes en général. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce baromètre, puisque sur le baromètre 2023, nous ne serons plus qu'à 2 ans de l'objectif d'arriver à 25% de financement pour des femmes en 2025. Donc voilà, hâte de découvrir les résultats. Et en parallèle de ce baromètre conjointement créé avec le BCG, nous allons publier à nouveau une étude du suivi des signataires de notre charte. Valentine vous en a parlé tout à l'heure, la data est primordiale. Nous avons besoin de mesurer nos actions. Nous avons besoin de mesurer nos actions pour savoir si la société évolue, pour savoir si nos actions ont un réel impact sur celles-ci, s'il faut les améliorer, s'il faut les corriger, s'il faut revoir le terreau, nos leviers d'action. Il y a plein de choses à voir et puis surtout, il faut donner aux gens de l'information pour que les gens puissent avoir cette donnée-là pour vivre avec cet éclairage. C'est important de tout mesurer pour tout voir. En parallèle des data, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, nous allons encore intensifier le travail auprès de nos 2 grandes communautés qui sont les Sista Investor Relay et les Sista Entrepreneurs. Concernant les Investor Relay, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois, je vous enjoins à nous rejoindre. Il y a plein de choses prévues cette année. Il y a plein de surprises, un programme plus étoffé que l'année dernière, toujours avec beaucoup de réseaux et de mise en relation avec des femmes entrepreneurs. Voilà, nous allons... Tatiana a parlé tout à l'heure des Inclusive Hours. Elles sont toujours aussi importantes pour l'écosystème Sista, ainsi que les Office Hours, les démodés, etc. Concernant les Sista Entrepreneurs, nous allons augmenter la cadence
intensifiée. Nous avons beaucoup de demandes de femmes entrepreneurs qui souhaitent être accompagnées dans le programme Sista. Nous avons donc décidé d'ouvrir le programme Sista à une 2e promotion par an. Donc cette année, ce ne sera pas que 20 femmes entrepreneurs qui seront accompagnées, mais bien 30, puisque nous allons faire rentrer dès janvier une nouvelle promotion de femmes investisseurs autour de la série A. Voilà, juste pour 6 mois de formation sur notre fundraising track. Toutes ces entrepreneurs seront amenés à pitcher dans le cadre du Demo Day, dont je vous parlerai un tout petit peu après. On parle... j'ai tout dit ça. On parle d'entrepreneurs et Marie-Pierre Rixin l'a rappelé tout à l'heure. Les femmes n'ont pas besoin d'être aidées, elles ont besoin d'être financées. Et c'est avec un grand plaisir que je vous montre cette slide. Le Sista Fund est live depuis cette semaine, la semaine dernière, lancé avec beaucoup de courage, d'émotion et de travail à n'en pas douter par Tatiana. Tatiana, cofondatrice de Sista et maintenant fondatrice du Sista Fund, un fonds co-créé avec 50 Partners, un fonds qui a pour vocation de financer les startups fondées par les femmes entrepreneurs, mais aussi par les équipes mixtes. Ce sont des tickets qui iront de l'amorçage à la série A. Voilà. En termes plus opérationnels, parce que pour clarifier un petit peu les choses, parce que c'est une question qui a été posée, alors que pour nous, il n'y a pas de question, donc j'y réponds quand même. Le Sista Fund et la Sista ONG ont le même ADN, ont le même objectif, ont la même mission. Ce sont néanmoins des structures différentes. L'ONG, pour laquelle Marietta, Marie et moi travaillons, reste une association qui a donc besoin de vous, besoin de partenaires. Les objectifs du fonds Sista sont les mêmes que les objectifs de tous les signataires de la charte. Le fonds Sista est une entreprise à part entière, présidée par Tatiana. S'il y a des questions potentielles à ce sujet, Tatiana et moi serons absolument disponibles pour en discuter. Et je termine. Hop. Ah. J'ai l'honneur de vous... Tatiana, ils ne savent pas encore ce que c'est. Alors, c'est avec une grande joie que je vous annonce que nous sommes actuellement en train de travailler sur un grand projet événementiel, le Sista Summit. Le Sista Summit, c'est quoi? C'est un événement qui a une grosse particularité pour Sista, puisqu'il sous-entend beaucoup de choses dans notre développement. C'est que c'est un événement qui est international, avec une portée globale, et c'est un événement très ambitieux. Le Sista Summit, c'est le premier sommet pour l'investissement inclusif. Il aura lieu à Paris en juin 2023 et plus spécifiquement au musée du Quai Branly, sur une journée entière plus une soirée. L'enjeu, ça va être de réunir à un instant T avec nous plein de décideurs internationaux et de discuter ensemble des problématiques d'inclusion. Dans le cours de ce Sista Summit, je m'auto-spoil, il y aura le Demo Day. Le Demo Day, ça sera cette fameuse présentation de l'ensemble des projets des Sista entrepreneurs. Et donc cette année, il sera fait dans le cadre exceptionnel du musée du Quai Branly, le matin du Sista Summit. Que vous dire de plus? Ce jour-là, on trouvera des conférences et des panels inspirants, des animations uniques et beaucoup de choses sur les biais cognitifs. Vous avez entendu les mots de Valentine, vous avez entendu les mots de Benoît. C'est un sujet pour nous, c'est un sujet important qui va prendre de plus en plus d'importance dans les mois à venir. Nous avons vraiment l'ambition de vous présenter des choses très originales au Sista Summit à ce sujet-là. Et bien sûr, plein de guest stars. Voilà. Il est l'heure pour moi de clôturer cette journée incroyable en votre compagnie. Ma toute dernière annonce, c'est de vous présenter notre nouveau board qui a été
qui s'est engagé pour soutenir Sista en tant que conseil d'administration pendant 2 ans. Donc nous avons le plaisir pour la première fois d'accueillir des hommes au sein du conseil d'administration. C'est une toute première pour Sista. De retrouver quelques membres historiques et d'accueillir de nouveaux membres. Donc j'ai l'immense honneur et privilège d'être maintenant entourée de 14 board members, et pas des moindres. Donc je vous laisse les découvrir, mais voilà maintenant le nouveau visage du conseil d'administration de Sista. Voilà, je vous laisse là-dessus en vous remerciant chaleureusement du fond du cœur